ancien de Pont-de-l'Arche. Bonjour, nous nous appelons monsieur et madame Le Tourneur Guy. Nous sommes nés à Pont-de-l'Arche tous les deux, mon épouse et moi-même, il y a environ 90 ans. Nous vivons à Pont-de-l'Arche depuis et nous n'avons jamais quitté Pont-de-l'Arche. Donc nous connaissons, pour la vie sur le bout des doigts, si je puis dire, quand même un petit peu. Autour de droite, c'est la Seine à sec, dans les années 30, je crois, à peu près. Mon grand-père travaillait au pont et chaussée à cette époque-là, avec deux ingénieurs. Et alors, ils sont sous le pont de Pont-de-l'Arche. Octobre 29, photo sous le pont en bord de la Seine à sec. Oui. Suite à la rupture du barrage de Marteau, arrêt de la navigation pendant 5 jours. Charmorel, maire. Ah oui, voilà. Alors, ça, c'est l'explication de vraiment avec des précisions, même je me rappelle pas que c'était 1929. Il n'existe plus. Le lavoir, comment je vais expliquer ça? Lorsque vous prenez la route qui est le long du camping, on va jusqu'au bout, et il y a une pointe, et on retourne et on remonte. Le lavoir se trouvait perché un peu en haut, qui d'ailleurs, il était entouré de quelques arbres, et on avait une vue du haut du lavoir sur la Seine, le pont, où on voyait, et puis il y avait la tour les fortifications, la tour de Crône. Donc le lavoir, il a existé, ça devait être avant la guerre, je crois. Mais moi je m'en souviens un peu. Hein? Moi je m'en souviens. Oui. Et puis, c'est un truc qui n'a jamais beaucoup marché. Non. Il avait été construit, je ne sais pas par quelle municipalité, je ne me souviens pas, mais il a fonctionné peut-être un petit peu. Mais pas on n'a jamais vu de la bandière. Non, on n'a jamais vu beaucoup de... Donc il était... Si vous parlez le monument aux morts, oui. Vous voyez le monument aux morts, vous descendez là, il était là au bout, sur la butte à droite, en descendant. Et je connais bien le coin parce que mon père et tous mes oncles et tantes sont nés dans la maison qui était juste en dessous. Alors je connais bien le quartier parce que mon père est là avec tous ses frères. Il y avait 11 frères et sœurs. Alors tout le monde a bien connu ce quartier et tous les frères et sœurs de mon père ont habité là où est le camping là maintenant, en face de toutes les petites maisons qui sont là-devant. Tout le monde habitait là dans le coin. Toi? Moi, j'ai appris à nager. Ben, vous voyez où est l'usine électrique? Bon, ben là, à cet endroit-là, pour pas appeler ça une plage, mais la Seine descendait assez doucement avant le... Donc, la plupart des gamins de mon époque, on allait apprendre à nager dans la Seine. Et un petit peu dans l'Eure aussi, parce que dans l'Eure, le pont Porce actuellement, il y avait une espèce de petite plage qui avait été faite. Et puis bon, on barbotait plutôt qu'on nageait. Mais enfin, on apprenait quand même un petit peu à nager, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de piscine. Non, moi j'ai toujours eu peur de l'eau. Ah oui. Le parapet du pont c'était un bloc de pierre. Et en dommage de guerre, il a été refait, mais avec des arcades. Et on voyait en bas la Seine est là. La Seine est là. Donc nous l'avons bien connu, on a même connu les travaux, puisqu'on empruntait à cette époque-là. Quand on était jeune, il n'y avait pas les voitures qu'il y a maintenant, donc on marchait beaucoup à pied. On allait prendre le train. On allait prendre à la gare, il y a la gare de Pont-de-l'Arche qui était en service à l'époque, elle y est toujours, mais plus ou moins. Donc à cette époque-là, le pont a été refait. On avait l'impression que c'était un pont tout neuf, alors qu'il n'a été refait que partiellement les parapets. Le pont de Pont-de-l'Arche, tel qu'il était à l'époque, avec les passes pour le passage des bateaux, des péniches qui étaient tractés par des remorqueurs, et il a été détruit en 1940, à la guerre, il a sauté. Là, c'est le pont. C'est toute la famille sous le pont. Le génie français l'a fait sauter,
Donc, on ne pouvait plus traverser la Seine. C'est pour la raison pour laquelle une passerelle a été refaite en bois avec les sapins de la forêt de Pont-de-l'Arche. Ça a été fait par des équipes de Portugais. Des Portugais, je ne sais pas pourquoi non plus, mais c'était des Portugais qui travaillaient les arbres qui descendaient de la forêt pour refaire le pont. La forêt de Pont-de-l'Arche, à l'époque, était pleine d'arbres, plus que maintenant, parce que là, c'est un peu détruit. La forêt de bois était magnifique à cette époque-là. Et ils ont profité de tous ces sapins de la forêt de bord qui ont été travaillés sur les quais, en bordure de l'Eure, là au bord, en bordure de l'Eure à Pont-de-l'Arche. Ils ont enlevé l'écorce et tout, dressé les haies pour faire un pont provisoire en bois. Et là, c'est le côté Eure, de l'autre côté, c'est le côté Seine, et il y avait des passes qui étaient plus hautes pour le passage des bateaux aussi. Et il y avait un peu plus bas, ici en dessous, une passerelle piéton. Ils avaient fait un passage pour les piétons. C'était bruyant. Oui, parce que la passerelle qui a été faite, elle a été faite au niveau en dessous de là où les quelques voitures passaient. Donc c'était un pont en bois qui était un peu... C'était pas un pont en pierre qui était rigide, c'était un peu remuant. Ah, il se passait que ça bougeait un peu quand il y avait quelques camions qui passaient, et c'était, comme la route était au-dessus, c'était un peu bruyant. Ce qui est normal d'ailleurs, ça paraît logique. Voilà, là, il est sur la construction, et là, il est terminé. Et à cette époque-là, le pont de Pont-de-l'Arche partait non pas où est celui de maintenant, mais en centre-ville en bas. On descendait de la rue principale et il était juste en face. Qui a lui aussi sauté en 1944. Il a été sauté par les bombes par les Anglais. Il a été bombardé par l'aviation anglaise. Une petite anecdote, les bombes qui sont tombées dans l'Eure en bordure de Pont-de-l'Arche ont projeté de l'eau, bien sûr, et même quelques petits poissons qu'on a retrouvés dans Pont-de-l'Arche. Et puis dit loin, hein, parce que c'était du côté de... Comment je vais dire le milieu de la place en bas. Plus haut même. Oui, même plus haut. Il y a eu des poissons qui sont retrouvés jusque-là. C'est curieux, hein. Oh, il n'y en avait pas, hein. Mais quelques petits poissons. Une anecdote qu'il faut connaître. Et moi, à l'époque, je travaillais à Pont-de-l'Arche, en 1943-44, quand le pont a sauté, je travaillais et je les ai vus moi-même, ces poissons. À la Rio, je ne raconte pas l'histoire comme ça, c'est moi qui les ai vus. Bon, il y en avait 2 ou 3, genre de petites nouvelles, petits poissons. Hein. Les Anglais, je crois, qui sont arrivés avec le camion et puis tout le matériel de la ferraille et tout ça, et ils l'ont installé sur place, là où il est encore d'ailleurs, il est encore accessible. Mais il y en avait 2, il y en avait un autre de l'autre côté. On traverse l'île et de l'autre côté, on fait un pont de bateau. C'est là qu'on appelle le pont de la Romanche, de l'autre côté. Donc, le petit bout d'île qui était on traversait, ils avaient fait une route, et de l'autre côté, ils avaient fait, avec des péniches, ils ont monté dessus, avec un endroit qui se déplaçait pour laisser passer les bateaux. Parce que, alors, là, comment c'était fait exactement? Il y avait un système qui permettait de laisser un passage libre sur la Seine, de manière à ce que les bateaux puissent passer. Là, la circulation était arrêtée, bien sûr, et dès que les bateaux étaient passés, ils remettaient en place, et là, la circulation... Ils avaient fait de chaque côté une rambarde, là, et au milieu, sur les bateaux, des morceaux qui étaient fixés sur les péniches pour faire la route. Ça ressemblait à une goudronnée, hein, ça ressemblait juste un peu à une route. Et une route avait été faite là où est l'usine électrique,
ils avaient fait une route provisoire pour rejoindre la route actuelle, pour aller vers le Égoville, Alizé et Rouen, notamment la route de la gare. Et ça existait, il a existé ce pont de la Romanche assez longtemps, parce qu'en attendant que le pont soit refait. Après la guerre, hein, après 45 jusqu'à 50, il y a eu beaucoup de changements dans le pont de l'Arche. Bon, il y a eu l'évolution déjà de la circulation, parce qu'à cette époque-là, la route nationale n'existait pas. Pour traverser le pont, il fallait traverser le pont de l'Arche, la rue principale de la place, la rue principale, la rue de Paris, qui s'appelait à cette époque-là, qui est passée la rue Roosevelt maintenant. On descendait sur la place en bas où il y avait la statue. Il y a Saint-Langlois où il y avait la statue en bronze qui a été démontée par les Allemands. En bronze de Hyacinthe Langlois. Hyacinthe Langlois. Ah oui? Oui, oui. Donc là, la rue principale descend jusque-là. Il y a une petite courbe, vous voyez, on descend jusqu'au haut, et le pont partait en direct là. Il n'était pas à l'époque. Par contre, de l'autre côté, Égoville, il arrivait à la même place. Là, celui-là, et l'autre, il est plus en biais. Il a été refait en fonction de la descente de la nationale. À cette époque-là, je me dis, là, bon, il n'y avait pas la circulation qu'il y a maintenant, il y avait quelques voitures, il y avait 3 voitures qui descendaient le matin, puis 4 l'après-midi, alors que maintenant, une circulation, ça serait plus possible. Pour le pont, on a vu l'inauguration en 1955 ou 6. Leclerc était venu, oui, Madame Leclerc. Le pont actuel, le pont, oui. Il a été inauguré, c'est en 55 ou 56. Oui, oui, à peu près. Ces années-là, on venait de se marier. Donc il a été inauguré en grande pompe par le maire, puis je te dis oui. Madame Leclerc, le général Leclerc. Ah oui, ah oui. Parce que c'était à l'époque, le pont qui est en fonction actuellement, c'était un des premiers ponts en acier soudé. Ah oui? Oui. C'était, bon maintenant ça a évolué depuis le temps, mais à cette époque-là, c'était un pont en acier soudé. Bon, nous on l'a vu monter, on a vu les soudeurs assembler tous les... Ah oui, oui. Et je dis, à cette époque-là, la route nationale qui remonte maintenant vers le Doucet n'existait pas. Elle a été faite cette route-là, dans la forêt, tout ça, par rapport au pont, tout a été dévié, ça a été modifié, tout ça. Parce qu'en réalité, là où est la route, tout ça, c'était de la plaine. Oui, il y avait une ferme, là. Chez nous, il n'y avait pas de construction, toutes les maisons où il y avait dessus, il n'y avait rien. Il y avait une ferme, qui est la ferme de la Borde, qui est tout à fait en bordure de la forêt là-haut. Et à cette époque-là, c'était des vaches, des moutons, des chevaux qu'il y avait là. Comme j'habitais moi juste en face, eh bien, il n'y avait aucune maison, il n'y avait rien du tout. Les dernières maisons, c'est la rangée de maisons qu'on a, il y en a 6 je crois, et qui ont été installées par l'usine Marco, chaussures, pour loger leurs employés. Il y avait les bureaucrates, il y avait le directeur, il y avait le chauffeur. Donc, c'était les dernières maisons. Ça a dû être construit ça, dans les années 1924-25. La maison où moi je suis né là-dessus, elle avait été construite, le chenil, donc en dessous, 1925, mon grand-père l'a fait construire. Et à cette époque-là, c'était la route des Louviers, cette route-là n'existait pas, la route des Louviers qui montait et qui allait sur Louviers. Non, notre rue, c'était l'ancienne route de Louviers. Oui, le vieux chemin. La première. C'était un chemin de terre et qui était, comment dire, il y avait des chevaux qui descendaient les grumes de la forêt. Oui. Et il y avait un peu plus bas. Sous les boulevards. Oui, sur les boulevards. Il y avait M. Bernard, il s'appelait, qui faisait les grumes, qui faisait des planches, des madriers, enfin, qui travaillait le bois. Ah oui, ça c'est le vieux boulage. Le 6 juin, les Allemands arrivaient de l'autre côté de la Seine. Le pont a sauté à 6 h du matin et nous étions, on évacuait, on partait à pied.
Et on était en bordure de forêt, et nous avons vu les morceaux du pont sauter en l'air. Et on est parti pour 15 jours ou 3 semaines, on est allé à pied à Alençon, avec mon grand-père qui avait 80 et quelques années, dans la brouette. Et oui, et on est revenu 15 jours ou 3 semaines à pied. On a fait une aller-retour d'Alençon, 160 km, à pied. On faisait des étapes d'une vingtaine de kilomètres par jour. Les Allemands nous ont rattrapés vers Alençon, et on est revenu. Et quand on est revenu, ben, la maison avait été toute saccagée. Elle avait été, parce que comme elle n'était pas habitée, qu'est-ce qui avait fait tout ça, on n'a pas su, mais la maison avait été toute abîmée, saccagée, volée. Et non, vous avez vécu à vos... Ah ben non, moi on est parti en voiture. Parce que ma grand-mère avait une voiture, donc on a mis les matelas dans la voiture et on est parti. On était trois voitures. La voiture de ma grand-mère, la voiture des beaux-parents et puis une autre. Et on est allé, nous, jusqu'en bordure du Cher. Ah oui, à cette époque-là, on partait... Et les Allemands étaient en même temps que nous. Hein. On couchait sur le bord de la route sur des matelas, puis ils passaient, ils nous arrêtaient, ils nous... Oh. Ben, il faut dire qu'on a évacué, pourquoi? Parce qu'on a eu une peur terrible des Allemands. On croyait qu'ils allaient tuer tout le monde. Alors c'est pour ça que tout le monde se sauvait. Et finalement, il y a eu des incidents, bien sûr, mais ça n'a pas été aussi important que la peur qu'on a eue, qu'on nous avait donnée les Allemands qui allaient tuer tout le monde. Alors il faut dire que mon père était prisonnier 5 ans. Ce qui a limité nos études, parce qu'à Braun-l'Arche, à cette époque-là, il n'y avait ni collège, rien du tout. Et le seul collège qu'il pouvait y avoir, c'était ou Elbeuf ou Louviers, et il n'y avait pas de transport, pas de vélo. Donc, ma mère étant seule, mon père étant prisonnier, et ben, à 13 ans et demi, ben, je travaillais. On a quitté les études. Après un certificat d'études, et là, au boulot. Il y a même encore une plaque qui existe dans la petite maison qui est en bas au bout du camping. Il y a une plaque, hauteur de l'inondation de 1910. Et la plaque existe toujours. Elle est en face du camping. La dernière maison à gauche, avant la côte qui monte, une petite côte qui monte qui rejoint justement le lavoir. Voilà. Moi je me souviens d'une année où j'ai travaillé pour mon beau-père qui était marchand de charbon. Et je conduisais un camion, un vieux camion, à l'époque, et on faisait la tournée jusqu'aux dents, et on revenait par le bord de l'Eure, et il y avait de l'eau sur en bordure de l'Eure, l'eau montait jusque-là, et il y avait environ 20-30 cm d'eau. Et à cette époque-là, le vieux camion de ton père, il n'y avait pas de plancher, c'était un vieux camion de 1919, et l'entraînement, hein, nous remontait l'eau dans la cabine. J'étais avec il fallait se préserver du mieux qu'on pouvait. C'était en quelle année ça aussi? Parce que quand j'ai travaillé pour ton père en 1958. Non, avant ça. On s'est marié en 55, c'était avant 53, 54. Mais des inondations qu'il n'y a plus maintenant d'ailleurs. Hein. Non, on n'en voit plus, pratiquement plus. Ça ne monte plus aussi haut. Pourquoi? Il y a dû y avoir des changements de l'heure. Parce qu'à cette époque-là, sous le pont actuel, c'est bouché. Mais à cette époque-là, il y avait un passage entre l'Eure et la Seine. Ça, c'était avant que le comment ça s'appelle, le déversoir soit fait. Donc le niveau de l'Eure devait être plus bas, plus à la hauteur donc il y avait un passage possible entre l'Eure et la Seine. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont connu à part nous, parce que tout ça, ça a été modifié. Il y a eu des barrages qui ont été faits, le barrage de Bartaux, ils ont modifié le niveau de l'Eure et de la Seine. Là, tout ça, c'est un peu... il n'y a que des gens de nos âges qui peuvent avoir connu ce genre de choses.
On est allé quelquefois sur leur en bateau, oui, mais non. En barque. Oui, en barque. Ah, il y a eu aussi quelque chose. Il y a eu une petite écluse qui a été faite entre l'Eure et la Seine. Vous voyez où elle est, le déversoir, là? Bon, bah, à côté du déversoir, elle existe, je crois, encore. Alors, petite écluse, hein, petit bateau. Hein. Alors, pourquoi que ça avait été fait pour le passage des bateaux entre l'Eure et la Seine? Je ne sais pas trop. Le bateau à Marie-Claude qui l'ont passé sur qui arrivait ah, oui, alors là, de Paris, enfin, oui, non. Le bateau qui ont fait... Il y a eu à un moment donné... En quelles années ça, je me souviens un peu, moi... On était mariés. Ah oui, oui. Ils avaient passé une péniche et ils ont fait un dancing, oui, une boîte de nuit. Et ils ont profité pour passer cette péniche qui quand même était... Elle venait de la Seine, elle passait dans l'Eure. Hein? La péniche, elle était encore de l'Eure. Mais ils ont profité un jour de crue que la Seine avait monté au-dessus du déversoir pour pouvoir passer par-dessus. Pour l'amener là où est le pont actuellement. Où il y a le pont actuel, bon, la péniche, elle était garée là. Et tous les samedis, dimanches, il y avait du bal, il y avait un dancing, ils avaient fait un dancing. Et elle est repartie comme ça aussi. Elle est à Paris là maintenant, cette péniche-là. Et ils l'ont reparti dans les mêmes conditions, un jour de crue. Là, il fallait calculer, et l'heure, parce qu'il y avait les marelles aussi qui jouaient. Donc ils ont repassé cette péniche au même endroit par le déversoir, un jour de crue où il y avait suffisamment d'eau pour passer. Ah bah oui, il arrivait même que comment dire, entre Pont-de-l'Arche, Igoville, Alizé, c'était recouvert d'eau. Hein. Oui, que maintenant on ne voit plus. Non, c'est rare là maintenant. J'avais un oncle qui avait une grande barque et qui passait les gens, parce qu'il n'y avait pas de passage, le pont à cette époque-là, et il passait les gens à la barque, et il traversait de l'autre côté. Jean Leclerc, mon copain, avait une petite, comment ça s'appelle, un petit canoë. Et le dimanche, bon, pas monter dans le canoë, et on remontait jusque sur on allait vers les dents, on descendait, on se baladait. Je me souviens même qu'on devait se baigner, je crois, dans l'Eure à cette époque-là, qui était plus propre à cette époque-là que maintenant. Oh oui. Mais parce que maintenant, il y a quand même pas mal d'herbes, il y a pas mal de choses qui ont poussé. L'Eure à cette époque-là était plus propre que maintenant. Ben, c'était dans les années que je joue au basket avec Jean. 50 après la guerre, 45, 50, par là, quoi. Même 50, 51, 52. Il y en avait beaucoup, non, pas beaucoup. Oh, il y en avait d'autres qui le faisaient. Mais il y avait pas mal de pêcheurs à cette époque-là aussi, qui avaient des barques et ils pêchaient. Alors, une autre anecdote, là où est le terrain de camping actuellement, à cette époque-là, il n'y avait pas de terrain de camping et il y avait toutes les maisons qui sont le long de là, jusqu'à... Et tous ces gens-là, ben, ils avaient un petit bout de jardin, ils faisaient du jardin, là où est le camping là maintenant, ils faisaient des petits carrés jardin, un peu de salade, un peu... Il y avait beaucoup de gens qui cultivaient un peu leur petit truc là. Même dans l'île aussi. Oui, dans l'île aussi. Parce qu'à cette époque-là, pour aller... Le pont qui existe maintenant, que les Anglais ont fait, le pont Bellay, n'existait pas. Donc il fallait aller dans l'île, mais à la barque. On ne pouvait pas y aller autrement. Il n'y avait pas de passage. Les riverains, tous les gens qui habitaient un peu là, ils allaient, et presque tout le monde avait un bateau, une petite barque, où ils pêchaient, et ils traversaient pour aller jusque dans l'île, et cultiver un peu. Quelques petites bricoles, alors c'était pas bon. Bon, il y a une anecdote aussi qu'il faut connaître, c'est que Pont-de-l'Arche, à cette époque-là, était fourni en électricité par une petite usine qui était de l'autre côté de la Seine, vous l'avez peut-être, elle existe toujours, là, Gobert, qui fournissait du 110 continu. Donc quand l'usine a cessé de produire de l'électricité en 110, on est passé au 220 alternatif. Et ça, c'était une usine, c'était des chaudières
qui était alimenté en charbon pour faire marcher les turbines, pour fournir l'électricité pour Pont-Larche. Qui d'ailleurs, il arrivait de temps en temps, il y avait une panne, il n'y avait plus de lumière dans Pont-Larche. On n'était pas mariés quand c'était ça. Oui, oui, on a passé du 110 continu en 220 alternatifs. Il a tout fallu chambouler, les compteurs, tout a été changé. Il y avait beaucoup d'usines de chaussures, hein? Oui, bon, alors il y avait ça aussi. Ah oui. À cette époque-là, Pont-Larche, il y avait au moins 5 ou 6 usines de chaussures. Hein. Il y avait Prieure, Marco d'abord, Prieure, Morel, Nyon. Oui, au moins 5 usines. Toutes les petites usines, Jouvin, Hublé, ah oui, plus des petites entreprises en plus, d'une vingtaine d'ouvriers. Alors que les grandes usines, c'était du... Là, chez Marco, j'étais, je sais pas, 400 ou 500 ouvriers. Hein. Ah oui, ah oui. Ah oui, c'était important. Ah mais le midi, vous descendiez là sur la place, oui, hein, c'était noir de monde. Hein. Ah oui. Par rapport à maintenant, c'était... À cette époque-là, tous les commerces dans Pont-Larche étaient ouverts. Ah oui. Et les gens sortaient le midi, oui. achetaient le petit casse-croûte pour manger. Il y avait des cantines, il y avait tout un de trucs. Et il fallait que les gens se restaurent le midi pour reprendre pour 13h30. Donc, là, c'était du noir de monde. Ah oui, ah oui. Et la sirène sifflait. Ah oui. À midi, la sortie de l'usine, et à 1h20 oui. et 1h30, la reprise du travail. Mais il y avait des gens qui venaient de loin, qui arrivaient par le train, ils venaient de Wassel, Saint-Étienne, oui, ils venaient de partout. Hein. Pause, Crèqueboeuf, Monteur, tout le monde venait. Soit ils avaient des camions qui les amenaient, ils venaient en camion, c'était pas des cars. Hein. Oui, les camions qui allaient chercher les ouvriers. Ah oui. Ils les amenaient et ils les repartaient le soir. Ils les ramenaient le soir, soit sur, peut-être jusque sur l'ouvrier. Sur quel jour, alors à cette époque-là, à la gare de Pont-Larche, il y avait des trains qui venaient de Gisors. Il y en a des gens qui venaient de loin. Oui, il y en a qui venaient de très loin. Hein. Alors, ça les faisait arriver le matin vers 7h30 pour repartir le soir à 17h30, 18h. Ah oui. Ah oui, ils avaient des grandes journées. C'est pour ça que le midi, les gens restaient pour acheter à manger, ils restaient à déjeuner. Pont-Larche avait à l'époque les 5 usines, d'autres 3000 ouvriers. Ah oui, facile. Hein. Ma femme et moi-même, on a travaillé à l'usine Morel en France, qui à cette époque-là, le Morel était au Schnig. Et c'était les enfants, Raymond et Jacques, parce qu'il y avait une usine à Gauville aussi, de chaussures. Et à cette époque-là, ça a fait 17 ans. Moi, j'ai fait 14 ans de chaussures. On a appris à travailler, mon père était contremaître, et toi tu as appris à piquer les chaussures, moi je coupais, et les chaussures étaient fabriquées, et chaque usine avait sa spécialité. Nous, à l'usine Morale, on faisait l'enfant et la femme, c'est tout. Marco faisait plus l'homme et la femme. Chaque usine avait sa spécialité Nous, on commençait, je crois que c'est au 24 pour les bébés, jusqu'au 42 pour les femmes. Ensuite, en 1953-54, l'usine Alizé de fabrication de papier s'est installée avec des salaires beaucoup plus élevés. Ce qui fait que j'ai donné mon compte et je suis parti travailler à l'Élysée. Et j'ai fait 27 ans de papier-carton. Parce que c'était plus intéressant au point de vue paye. Bon, maintenant, c'était pas le même genre de travail. C'était 5h, 13h, 13h, 21h, 21h, 5h du matin. Samedi, dimanche et fête. Il y avait un arrêt par an pour remise en état de l'usine. Autrement, c'était le dimanche, Noël, jour de l'an, Pâques, on travaillait. Ça, c'est la vieille ville, la vieille industrie, enfin, maintenant qu'il n'existe plus qu'à moitié, ça a flanché. Là. Oui, il y avait plus à l'époque, parce que je suis un peu d'une famille de mariniers, d'anciens mariniers.
Mon grand-père a été au pont et chaussée. J'avais des oncles qui travaillaient au pont et chaussée aux écluses à Pose. Aux écluses de Pose. J'avais un oncle et une tante qui était chef éclusier. J'avais un oncle qui était barragiste, qui travaillait sur le barrage de Pose. Alors, vous voyez, et j'avais des oncles et tantes qui étaient mariniers. Mon père a été, lui aussi, quelques mois sur un bateau, sur une péniche. J'ai été un petit peu, moi j'avais 2 ou 3 ans, élevé sur la péniche pendant quelques mois. 6 mois, ta mère m'a dit. Oui, c'est ça, 6 mois. Et c'était assez dangereux parce que les bordures de la péniche n'étaient pas tellement larges, il fallait pas laisser le gamin plonger. Oui, donc, à cette époque-là, il y avait des trains de bateaux, c'est comme ça que ça s'appelait, tirés par des remorqueurs, et il y avait un coup de sirène, parce que les remorqueurs, lorsqu'ils passaient sous le pont, baissaient la cheminée. Pour pouvoir passer, le pont n'était pas assez haut pour laisser passer la cheminée des remorqueurs, qui tiraient en général bien 5-6 péniches derrière. Et c'était assez courant de voir les péniches monter et descendre la Seine. Il y avait un trafic sur la Seine à cette époque-là, qu'il y a beaucoup moins maintenant. Et là maintenant, la plupart des péniches sont des péniches autonomes, à moteur. Les remorqueurs, je ne sais même pas si ça existe encore. Ah oui, tu avais Robert et puis... Oui, on avait des cousins qui... Cousin de la Fosse. Robert de la Fosse, oui, qui avait une péniche, avant c'était un automoteur, hein, parce que... Et elle était grande, hein. Elle était grande, hein. Oui, c'était grand, oui, moi, je ne sais pas, 400 tonnes, hein. Oui, peut-être même plus. Oui, facile, oui. Donc, de temps en temps, il faisait Le Havre-Paris. Et Paris, là, voilà, du sable, du charbon, des viandes, un peu de tout. Et oui, et on a eu l'occasion d'aller voir cette péniche, cet automoteur, et ils avaient leur appartement. Donc il y avait la cabine de pilotage, et en dessous, il y avait la salle à manger, la cuisine, les chambres. Tout ça, c'était miniature, parce que c'était pas mais grand. c'était nickel. Hein. Ah oui, c'était impeccable. Hein. Ah oui, tout était, l'escalier, les marches pour descendre, ciré, propre. On y allait du pied, hein. Ah oui, on s'est chaussé. Sur le bateau, ah oui. Alors, il y avait souvent un logement, le logement du patron à l'arrière, et il y avait tout à fait en bout de péniche, il y avait un autre logement pour l'employé. Ça s'appelait? Elle s'appelait le Petit Roger. Qui était le Petit Roger? C'était un fils du patron qui était décédé. Et il avait appelé la péniche le Petit Roger, en souvenir de l'enfant décédé. Il était propriétaire c'était un automoteur, c'était pas une péniche, hein, parce que la péniche, il n'y avait pas de moteur, il y avait là-dessus, alors que l'automoteur, il avait son moteur et tout son truc, c'était un peu au-dessus, la gamme au-dessus. Ils venaient souvent, hein, ils débarquaient. Comme ils avaient de la famille, ils avaient des gens ici, ils s'arrêtaient un petit peu entre le déversoir et le pont, il y a un endroit où il y a des balles blanches. Et ils s'arrêtaient là quand le niveau de la Seine était suffisant. Parce qu'il leur est arrivé une fois, dans la nuit, que la Seine a baissé, puisqu'on subit les marais, et la Seine a baissé, et le péniche a touché le fond. Ils ont été quittes à décrocher, puis ils s'en allaient vite fait. Ah oui, voyez-vous, c'est des petits trucs que il n'y a que nous qui pouvons connaître ce genre de choses. Hein. Ah oui, non, c'était impeccable comme automoteur. Alors je dis, il faisait ou du sable, ou chargé au Havre, ça pouvait être du charbon, ça pouvait être... Mais du vrac, hein. C'était 2 choses, du vrac. Je n'ai jamais connu d'arrêt de bateau ici. Elbeuf, ils arrêtaient. Après Elbeuf, là il y avait le barrage de Pose.
et les écluses dans Froilly-sous-les-Monts. Parce qu'un côté c'est Pau, de l'autre côté c'est Froilly-sous-les-Monts. Pour tout mélanger. Et il y avait 3 écluses, la petite, la grande et la moyenne. Donc la grande était, elle, commandée avec une écluse électrique, alors que les autres, c'était à la main. Hein. Donc j'avais un oncle qui était chef éclusier, et c'est lui qui commandait l'ouverture et la fermeture des portes. Et la sœur de mon père, qui était avec Marcelin, elle était au standard. Il y avait un standard, et les péniches devaient être annoncés d'un côté ou de l'autre par téléphone, et ils ouvraient les portes en fonction de l'arrivée des bateaux. Je sais que ma tante, à cette époque-là, elle avait une petite pièce avec un standard, et elle branchait et elle communiquait avec les gens qui prévoyaient le passage des bateaux. En parlant de péniches, de l'autre côté de la Seine, il y avait un chantier qui réparait les péniches. Sénéco, ça s'appelait. Et il y avait pas mal d'ouvriers qui travaillaient, qui étaient sur Port-Lâche, je sais, qui réparaient les péniches endommagées ou qui avaient eu un choc, quelque chose, et c'était réparé. C'est un chantier qui n'existe plus d'ailleurs. Bon, comme il y a déjà moins de péniches, déjà d'une part, alors là, les péniches, à cette époque-là, il y avait comment ça s'appelait, une cale sèche, et alors ils rentraient les péniches sur le bord de la Seine, et je faisais la réparation qui était nécessaire.